Pourquoi Jean-David se promène-t-il dans son champ d'osier? Et pourquoi a-t-il un champ d'osier? Essayons de percer ce petit mystère. Premier indice. Ces documents nous apprennent que Jean, en 1941, apprend le métier de vannier et qu'il en a fait sa profession pendant quelques années. Cependant, cette enseigne nous montre que Jean a abandonné la vannerie pour devenir grossiste en maroquinerie. Alors, pourquoi de nouveau l'osier? Deuxième indice. Nous retrouvons des traces de Jean Davids au musée de la vie wallonne. Là, il nous fait découvrir quelques-unes de ses réalisations lorsqu'il était vannier. Troisième indice. Retour chez lui, où nous apercevons les fagots d'osier prêts à être travaillés. Entrons pour comprendre ce qui se passe. Jean est installé sur son vieux banc de vannier. Avec acharnement, il fait revenir les gestes d'autrefois. Les pièces se font, l'une appelant l'autre. 70 années de vie ressurgissent, et sous ses mains expertes, tous ces objets oubliés font renaître le passé. C'est ainsi que depuis 2 ans, plus de 400 pièces ont été réalisées, répertoriées et commentées. Toutes ces créations ont été exposées au château de Bonne-Espérance à Thiange lors des Journées du patrimoine en septembre 2003. Mais maintenant, Jean, s'il te plaît, explique-nous. Pour la mémoire, tout, parce qu'on on m'a dit beaucoup de fois, Jean, tu vends ça, ou bien dans les 1000 personnes qui sont venues voir, ou plus de 1000 là, eh bien, beaucoup ont dit, ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut acheter. Tu ne peux pas acheter? Mais non, juste pour la mémoire, pas une pièce ne partira d'ici. J'ai dit ça à qui voulait entendre.
corbeille à linge ovale, c'est tout ce qui est un corbeille rectangulaire avec anse. Oui, tu vois des corbeilles, des clairons, voilà. Voilà, clairons à clairvoie, petit modèle avec pied, osier, corne. Voilà, donc ça, ce sont ceci aussi, c'est antique ça, c'est le premier ustensile dans le ménage. Donc c'est pour faire pour les bouquettes, hein, Okay. pour les bouquettes ou gâteaux. Il n'y a pas beaucoup de gâteaux de ce temps-là, des gaufres peut-être. Hein. Des gaufres. Hein. Donc des clés rondes, donc c'est tout ce qui est 24, 25, 26, j'en ai fait plusieurs. Hein. Mais quand il y en avait 4, j'en mets quelques. Tu vois, je marque parfois x3. x3, mais j'en ai peut-être mis 7. Parce que si on lui vole un jour 1, il retrouve encore, ce n'est pas des grosses pièces. Hein. Non. Tu vois ce que je veux dire. J'en ai fait 2 ici, hein, s'il fallait par exemple j'en ai refait 2 hier. Bon, alors des coupes fruits, des coupes pommes, donc pour faire la cueillette, intérêt pour la marchandise de froid. Ah oui, pour celle qui mettait les choses, j'ai un livre sur ça. Hein. Donc elle mettait ça sur sa tête avec un petit coussin et elle va maquer au beurre, comme ça, hein, elle criait ça dans les rues. J'ai encore connu ça. C'est lequel celui-là? Oui, donc c'est attends, je viens de le voir, grand panier rond à clairvoie. Il y a encore une clé. Alors, guérison en osier blanc, c'est pour apprendre à marcher. Il y en a 2 aussi. Hein. Alors, les petites, encore des choses très intéressantes. La petite manne qu'on mettait sur ses genoux, et on épluchait les pommes de terre. Les pommes de terre, on sait bien qu'elles ne sont que du Moyen-Âge, mais elles existent quand même. C'est quand même tout de suite qu'on a importé des plats. Les gens ont commencé à manger de la pomme de terre parce qu'on mangeait plus de navets et des betteraves avant et des choses ainsi. Des de la mer. Nas pour la pêche de poissons en mer du Nord, je vais marquer ça. Hein. Les nas. Franchement, Ah oui, ça aussi, c'est très vieux. Ça, on ne connaît plus du tout. J'en ai fait assez bien. Des paniers de rangement en osier. C'est un petit panier comme ça. Et ma grand-mère l'employait toujours et dans les fermes régulièrement. Il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de meubles dans le temps. Hein, une armoire et toujours des familles de 10, 11, 12, hein, parfois 10, 13, 14 enfants, tu le sais bien. Hein. Et alors, quand on dressait la table, eh bien, on allait chercher le petit panier, toutes les tasses étaient dedans. Quand c'était fini, on faisait la vaisselle, on les rangeait de nouveau, tous dans le même panier. Donc, c'était pas comme maintenant, comme on rangeait dans on n'avait pas des cuisines équipées, ni tout ça. Ça n'existait pas. Donc, hein, russe basque, mais je crois que mon père a déjà déménagé quelques jours après pour aller habiter dans le quartier du Nord, rue Vignier, rue du Potet, etc. Il a déménagé, là il était propriétaire. Hein. Donc rue du Potet, c'était derrière la prison et aussi devant le Carmel, qui sont ici à Hambourg maintenant. Ils ont été chassés. Mais donc ça, alors donc à 13 ans, donc c'est la guerre. En 40, mon père est pris comme otage et quand il est relâché, eh bien, on lui conseille de s'effacer. On est allé donc chez grand-mère à Stockholm et en revenant, on voit une maison à louer. Je dis, papa, regarde un peu ici à la Naken, il y a une maison à louer. Eh ben, on va regarder qu'il descend du tandem, on était en tandem, on faisait la navette entre Stockholm et Liège en tandem, de ce temps-là. Et alors, mon père regarde, oh, je vais la louer, la maison. Je vais la voir, on pourra la photographier si on veut. Et alors, donc c'est en face de chez ma soeur maintenant. Et alors, on va chez le propriétaire qui est le docteur Janssen à Bilzen et on loue directement. La semaine après, on déménage déjà, puisqu'on avait des problèmes avec les Allemands. Et alors, j'ai été à l'école tout de suite, j'arrivais un mois en retard pour l'école à peu près, donc ça ne me faisait absolument rien. Et ben, j'ai travaillé avec les autres 1 an. Mais les autres, on peut en faire 3, mes amis, tous. C'était pour 3 ans, normalement. Moi, je n'ai fait qu'1 an, puis j'ai travaillé avec mon père comme ouvrier qualifié, quoi. Je faisais tout. Au fur et à mesure, donc, hein.
à l'école aussi, on était deux fils de vanniers, et on était les meilleurs, il fallait pratiquement rien apprendre. On avait toujours vu depuis toujours, on a vu travailler, donc si tu veux, on est né là-dedans. Alors après, donc, quand mon père est revenu à Liège, donc vers les années 47, j'ai d'abord fait mon service militaire à la Chartreuse, à Liège, et puis en partie seulement parce que j'avais été empoisonné par une piqûre et on m'a laissé retourner plus tôt. Ou bien on me soignait à Saint-Laurent, on me soignait, mais on me laissait le choix entre retourner chez moi, à la Nanken, soit d'être soigné à l'hôpital à Saint-Laurent. Alors j'ai choisi pour retourner, parce que, disons que être militaire m'enchante tout de même pas tellement. Enfin, je n'aimais pas, mais enfin quand on n'est pas obligé, je suis retourné à la Nanken et j'ai continué le commerce de papa qu'il avait commencé, donc là, jusque de 47 à 54. Et alors, je suis revenu à Liège en 54. Et à la Nanken, naturellement, j'avais donc la vannerie que je fabriquais était plutôt pour la campagne et surtout axée sur beaucoup de berceaux, beaucoup de lits en osier, des fauteuils pour vélo et tout ce qui est utile pour les fermiers, quoi. Et certaines personnes, on avait une clientèle quand même de tout la Nanken et des environs disons, pratiquement de Tongres jusque la Nanken. Et de l'autre côté, jusque Requem, on avait des clients. Donc, pas que ça marchait terriblement, mais ça marchait quand même pas mal. On avait quand même un surplus pour vivre, puisqu'on était un ménage de 7 personnes. Et on devait travailler du matin au soir pour arriver à une petite journée à deux. Hein. C'est pas payé, ça. Hein. Donc, comme je l'ai déjà raconté, c'est l'artisanat pur, on ne sait jamais compter à l'heure. Ben, la maroquinerie, c'est déjà la Nanken. C'était un rêve d'enfant. Je me dis, la vannerie, c'est très beau, mais il y a plus luxueux. Ça rapporte mieux, c'est beaucoup plus beau encore. C'est aussi encore beaucoup d'artisanat. Et j'ai commencé déjà, quand il était parti, j'achetais déjà, il venait des représentants comme ça de Bruxelles. Et j'ai pris contact avec ces gens-là, c'était mes premiers contacts. Et j'ai déjà acheté et vendu des mallettes, même en gros. Je les revendais pour quelques centimes de plus. Je les revendais à d'autres représentants qui en cherchaient et qui étaient des représentants jouets, parce que je faisais le jouet, je faisais la maroquinerie, je touchais un peu à tout, j'étais un peu curieux de tout ça. J'aimais bien. Alors les jouets, ça ne se vendait que de ce temps-là, ça ne se vendait que à Pâques et à la Saint-Nicolas. Il n'y avait pas d'autres moments. C'était les seuls moments où on pouvait vendre. Et encore, la Pâques, c'était pas énorme, mais la Saint-Nicolas, c'était très bien parce que comme je vendais un petit peu de jouets, mais je faisais aussi des petits fauteuils et surtout des petites poussettes pour poupées, hein, donc avec 4 roues. Donc, j'ai fait de tous les genres, des grands et des petits. Et ça donnait très fort, on en pendait à l'extérieur et ça, on avait une bonne vente, ça ne coûtait pas cher, etc. Je suis venu à trouver un fabricant d'Asselt, un certain M. Leysen,
une famille de grossistes en jouets. Et ils avaient aussi un grand magasin de détail. Pour ce temps-là, c'était énorme, un magasin de jouets en Belgium. Et alors, un des fils, comme c'était des gens qui entreprenaient, il avait commencé à faire des sacs, lui, un des fils. Alors, il m'a proposé quelque chose, mais il fallait prendre par 100 piastres. C'est comme ça que j'ai mis tout de suite ma maman dans le coup, qui a voulu faire ça aussi, hein, parce que je lui avais dit, maman, c'est bon marché, tu gagneras bien ta vie, et voilà. Et elle m'a écouté, et elle ne s'en est jamais repenti, parce que nous étions à la fin à Liège, après des années, nous étions 5 maroquineries à Liège, hein, de la famille. Pas à moi, naturellement, à mes frères et sœurs et maman. Oui, alors le gros, ça a été seulement en septembre, quand j'en avais marre de travailler dans la vannerie pour rien. J'ai travaillé jusqu'à septembre sans interruption. En septembre, je me suis bombardé grossiste comme ça du jour au lendemain. C'est un mot fort, mais quand même, c'est quand même osé. Enfin, je l'ai fait et j'ai réussi. Notre fait là. Hein. Que c'est encore du temps. Un coffre qu'on avait, ben, c'était le seul. Je sais, ça depuis toujours, que quand je lis mes livres d'histoire, les meubles, surtout chez les pauvres, chez les riches, ça a commencé plus tôt, même dans les châteaux, c'était des grands coffres qu'ils avaient. Hein. Mais depuis lors, on a inventé les armoires. Dans certains endroits, c'était peut-être quand même déjà quelques centaines d'années, mais d'après ce que j'ai pu voir, ce n'est quand même pas vu qu'on a des meubles comme on les a maintenant. C'est pour ça qu'il existait des alcôves, parce que et les alcôves étaient parfois si étroits et si petits qu'on dormait debout. On ne se couchait pas. J'ai bien suivi. Donc ça veut dire que il existait probablement toutes ces vanneries anciennes que j'ai faites. Il y en avait plus qu'on ne pense, donc un peu partout, puisque c'était, on y mettait le linge, etc. On faisait chez ce fauteuil, on faisait tout en osier, hein, ou avec des matières qu'on trouvait sur place. Hein. Sur les étiquettes, j'ai mis non seulement les numéros, mais les mesures, et pourquoi ça sert. Enfin, plusieurs choses. Et même Henri m'avait demandé aussi, essaye de me dire aussi les dates, mais ça c'est beaucoup plus difficile, on peut bien dire un temps, mais une date pour qu'un panier a été fait. Il y a des choses qui sont antiques, hein, comme Man ou Berceau. C'est depuis toujours qu'on a tracé, hein, dans tous les pays du monde. Et chez nous, c'est le long de l'Escaut et la Meuse, c'est l'osier, un peu comme en France, en Hollande, etc. Ou en Allemagne, enfin, hein, le long des cours d'eau, on trouve tout. Et ça sert. Ici, dans les Ardennes, c'est plutôt dans les bois, pour avoir du noisetier. Un petit peu d'osier dans certains endroits où il y a de l'eau. Et voilà, donc je dis, alors Joël était enchanté quand je lui ai montré la première fois le livre, j'avais fait des photocopies pour elle et j'avais gardé ce que tu as eu chez toi, donc. Hein. Oui. Alors, bon, j'ai continué. Mais quand il y avait beaucoup de clés, par exemple, je n'en ai mis qu'une, et que j'en ai fait, il y en a peut-être 6, 7, 8 ou fin. Il y a encore d'autres histoires que j'ai, aussi les clés à fromage, etc. Donc je n'ai pas fait de choses. Alors, ce que je suis très content aussi, que j'ai fait quand même assez bien de
de restauration, de pièces très difficiles et qui n'existent plus comme avant, hein, qu'on ne sait plus faire, enfin qu'on n'a plus les matières ou les matériaux. Et voilà, j'ai quand même récupéré plusieurs sortes de fauteuils qu'on vendait dans le magasin, et c'était des fauteuils qu'on exportait non seulement pour la Belgique, ils venaient des Flandres, mais également ils partaient en Angleterre, etc. Donc là, c'était des modèles, c'est peut-être pour ça qu'on dit fauteuil tchèque, fauteuil hollandais, etc. Ça peut-être, ça correspond, enfin. Tout parce qu'on m'a dit beaucoup de fois, Jean, tu vends ça, ou bien dans les 1000 personnes qui sont venues voir, ou plus de 1000 là, eh bien, beaucoup ont dit, est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut acheter? On ne peut pas acheter. Mais non, c'est pour la mémoire, pas une pièce me partira d'ici. J'ai dit ça à qui voulait l'entendre. La vannerie a toujours existé dans pratiquement tous les pays du monde. Ici, pour nous autres, l'Europe et en particulièrement la Belgique et une partie des Flandres pour l'Escaut, une partie de la Meuse, c'est Stockem en particulier, qui travaillait déjà enfin ce qu'on connaît, il y avait déjà de l'osier depuis toujours, donc les gens faisaient, si ce n'était pas dans le même style que maintenant, on faisait déjà des paniers pour soi. C'était souvent des fermiers qui faisaient leurs propres paniers, etc. Ou certains peut-être pouvaient gagner leur vie en faisant des nasses ou des mangues parce que tout le monde n'est pas toujours si à bois pour faire des mangues comme ça, enfin convenablement. C'est souvent en hiver qu'on faisait ça. Mais depuis que, disons, on faisait, et je dirais bien, en plus, en Stockem, il y a toujours eu des artistes, des gens qui en savaient un peu plus, et qui étaient plus doués que les autres. Quand il y a beaucoup de vanniers, il y en a toujours l'un ou l'autre qui émerge du lot, enfin. Et eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils en voulaient plus. Et voilà, donc... mais ça, malgré tout, malgré qu'il y avait des bons vanniers, qu'on a eu beaucoup de belles choses pendant beaucoup d'années, le plastique nous a fait un tort énorme. En plus, non seulement le plastique, puisque avant on faisait même, par exemple, des petits paniers pour la chicorée, donc tous les, même en ville, par exemple, on faisait tous les emballages pour les usines, donc on faisait des mannes, on mettait les pièces qui servaient pour les pièces de rechange, tout ce qu'on peut, enfin, on les envoyait soit en chemin de fer, soit autrement par correspondance, comme nous autres on allait chercher par exemple notre marchandise de Stockem, et on allait chercher à Coromuse. C'était comme ça. Coromuse, c'était connu. Même les gens de l'endroit, les vieux, en savaient quelque chose. Alors, donc je veux dire, la vannerie était essentielle, était absolument nécessaire. Le plastique a détrôné, et non seulement le plastique, les importations venant d'Extrême-Orient nous ont tués, et même dans ce domaine-là, même les pays en voie de développement ou les pays occupés par l'Allemagne, comme les pays de l'Est, tous les pays de l'Est, et dans tous ces pays-là, on faisait aussi de la vannerie, mais c'est presque pour rien. Comparativement comparativement maintenant, on le voit encore, d'ailleurs tout est encore moins cher en Pologne ou en Bulgarie, en Roumanie, etc. On s'est importé moins cher que ce qu'on peut faire ici. C'est peut-être pas toujours aussi beau, et encore. Ils savent copier aussi, on peut leur donner des modèles, hein, même s'ils ne savent pas le faire. Ici, ils ont des modèles. Il y a même des Polonais, il y a 2 ans ou 3 ans, ils sont venus apprendre en France, à l'école. Mais depuis lors, on n'a plus besoin d'envoyer des paniers en France. D'en faire en France, c'est les Polonais qui le font. Donc ils ont perdu de nouveau une clientèle.
C'est comme ça que ça marche. Souvent, quand je monte ceci, je dois faire des petites entailles, mais elles sont tellement bonnes, celles-ci. C'est exceptionnel quand je n'en fais pas. Ici, je les ai montées comme ça. Oui, c'est ça. Je fais des entailles à chaque chose, mais ils sont plus gros, naturellement. Ici, je risque de me faire mal, mes mains. Mais ce n'est pas nécessaire, regarde, il n'y a aucun qui est croqué. Aucun. Tellement que c'est de bonne qualité. Deux anecdotes. Quand Joël a vu ça la première fois avec l'étiquette, etc., et Godelieve, quand elle est venue, elle n'en revenait pas. J'ai encore l'amie de mon frère Joseph. Donc son mari était directeur d'école. Et elle aussi, elle a fait des études de couturière, elle a donné des cours aussi. Elle était veuve très jeune. Et alors quand elle est venue ici, tout écrit à la main, livre aussi, tout écrit à la main, comment c'est possible? Ça c'est vraiment bien. Tu n'as pas fait de généalogie depuis lors, mais c'est la généalogie aussi pour moi qu'elle dit comme ça. Et en effet, donc tu vois la réaction des personnes qui ont une bonne chose. Ça ne va pas, c'est pas rapide. Et encore, quand il y en a qui pensent que je travaille une journée, il y a des choses que j'ai travaillé une semaine, mais c'est parce que j'ai voulu faire quelque chose de bien et que c'est des pièces uniques pour moi et pour beaucoup de gens, enfin, c'est des pièces que j'ai vraiment inventées, mais qui existent donc qui ont existé, mais ceux qui l'ont appris, par exemple en deuxième ou troisième année, ils ont encore tout en tête, s'ils ont la mémoire. Pour moi, j'ai fait toute mémoire. Toute mémoire, j'ai pas eu de mesure, j'ai de temps en temps eu une photo ou quelque chose. Tu peux voir ce que j'ai, c'est moi vraiment 2 fois rien ce que j'ai eu. J'ai retenu tout. Et alors, par exemple, si je faisais un panier où il y avait 6 numéros, je faisais le premier, je disais, tiens, il y a encore quand même un plus petit, je fais un plus petit. Et la hauteur et tout, parfois 1 centimètre près, ça ne me vient pas juste parce que dans des villages ou des clients qui commentent, il y a toutes les mesures existent. Enfin. C'est ça que je voulais dire. Donc, pour ça, j'ai cette facilité-là. On n'a pas, enfin, c'est pas pour me vanter, surtout pas, c'est pas le genre. Si je n'avais pas retenu tout ça, je n'aurais rien su faire, naturellement. Puisqu'il y a des choses il y avait 60 ans d'écart. 14 et plus. Il y en a des choses, c'est 50, ça dépend à quel moment. Comme mon père est revenu à Liège, j'ai travaillé tout seul et j'envoyais toutes les semaines de la marchandise par chemin de fer. Il fallait écrire de la main droite, mais il fallait aussi travailler de la main droite avec mon père. Et même il criait sur moi quand je faisais ça de la main gauche. Donc 1 mètre et à bout de bois, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui.